Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture des poésies complètes d'Arthur Rimbaud. Je vais donc poursuivre cette lecture et nous en étions aux premiers textes qui sont de l'année 1870. Nous en étions exactement à celui qui s'intitule « Credo in unam ». Alors n'hésitez pas à réagir suite à cette lecture sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Nous ne pouvons savoir. Nous sommes accablés d'un manteau d'ignorance et d'étroites chimères. Singes d'hommes tombés de la vulve des mers, notre pâle raison nous cache l'infini. Nous voulons regarder. Le doute nous punit. Le doute, morne oiseau, nous frappe de son aile. Et l'horizon s'enfuit d'une fuite éternelle. Le grand ciel est ouvert. Les mystères sont morts devant l'homme, debout, qui croise ses bras forts dans l'immense splendeur de la riche nature. Il chante. Et le bois chante. Et le fleuve murmure. Un chant plein de bonheur qui monte vers le jour. C'est la rédemption. C'est l'amour. C'est l'amour. Ô splendeur de la chair. Ô splendeur idéale. Ô renouveau sublime. Aurore triomphale. Où courbant à leurs pieds des dieux et les héros, la blanche Callipyge et le petit Eros effleureront, couverts de la neige des roses, les femmes et les fleurs, sous leurs beaux pieds écloses. Ô grande Ariadné, qui jette tes sanglots sur la rive en voyant fuir là-bas, sur les flots, blanche sous le soleil, la voile de Thésée. Ô douce vierge enfant qu'une nuit a brisée, tais-toi. Sur son char d'or brodé de noirs raisins, Lysios, promené dans les champs phrygiens, par les tigres lascifs et les panthères rousses, le long des fleuves bleus, rougit les sombres mousses. Zeus, taureau, sur son cou berce comme un enfant le corps nu d'Europée, qui jette son bras blanc au cou nerveux du dieu frissonnant dans la vague. Il tourne longuement vers elle son œil vague. Elle laisse traîner sa pâle joue en fleurs au front du dieu. Ses yeux sont fermés. Elle meurt dans un divin baiser. Et le flot qui murmure de son écume d'or fleurit sa chevelure. Entre le laurier rose et le lotus jaseur, glisse amoureusement le grand cygne rêveur, embrassant la Léda des blancheurs de son aile, et tandis que Cypris passe, étrangement belle, et cambrant les rondeurs splendides de ses reins, étale fièrement l'or de ses larges seins, et son ventre neigeux brodé de mousse noire, Héraclès, le dompteur, et, comme d'une gloire couvrant son vaste corps de la peau du lion, s'avance, front terrible et doux, à l'horizon. Par la lune d'été vaguement éclairée, debout, nu, et rêvant dans sa pâleur dorée que tache le flot lourd de ses longs cheveux bleus,
dans la clairière sombre où la mousse s'étoile. La dryade regarde au ciel mystérieux. La blanche Sélène laisse flotter son voile, craintive, sur les pieds du bel Endymion, et lui jette un baiser dans un pâle rayon. La source pleure au loin, dans une longue extase. C'est la nymphe qui rêve. Un coude sur son vase, au beau jeune homme fort que son onde a pressé. Une brise d'amour dans la nuit a passé. Et dans les bois sacrés, sous l'horreur des grands arbres, majestueusement debout, les sombres marbres, les dieux au front desquels le bouvreuil fait son nid, les dieux écoutent l'homme et le monde infini. Si ces vers trouvaient place au Parnasse contemporain, ne sont-ils pas la foi des poètes? Je ne suis pas connue, qu'importe. Les poètes sont frères. Ces vers croient, ils aiment, ils espèrent. C'est tout. Cher maître, à moi, levez-moi un peu. Je suis jeune. Tendez-moi la main. Le dossier Isambard. Lettre. Lettre à Georges Isambard du 25 août 1870. Écrit à Charleville. Monsieur, vous êtes heureux, vous, de ne plus habiter Charleville. Ma ville natale est supérieurement idiote entre les petites villes de province. Sur cela, voyez-vous, je n'ai plus d'illusions, parce qu'elle est à côté de Mézières, une ville qu'on ne trouve pas. Parce qu'elle voit pérégriner dans ses rues 200 ou 300 de piou-piou. Cette benoîte population gesticule, prud'homesquement, spadacine, bien autrement que les assiégés de Metz et de Strasbourg. C'est effrayant. Les épiciers retraités qui revêtent l'uniforme, pardon. C'est épatant comme ça à du chien. Les notaires, les vitriers, les percepteurs, les menuisiers et tous les ventres qui, chasse-peau au cœur, font du patrouillotisme. Aux portes de Mézières, ma patrie se lève. Moi, j'aime mieux la voir assise. Ne remuez pas les bottes. C'est mon principe. Je suis dépaysé, malade, furieux, bête, renversé. J'espérais des bains de soleil, des promenades infinies, du repos, des voyages, des aventures, des bohémienneries, enfin. J'espérais surtout des journaux, des livres. Rien, rien, le courrier n'envoie plus rien aux librairies. Paris se moque de nous joliment, pas un seul livre nouveau. C'est la mort. Me voilà réduit, en fait de journaux, à l'honorable courrier des Ardennes, propriétaire, gérant, directeur, rédacteur en chef et rédacteur unique, A. Pouillard. Ce journal résume les aspirations, les vœux et les opinions de la population, ainsi jugée. C'est du propre. On est exilé dans sa patrie. Heureusement, j'ai votre chambre. Vous vous rappelez la permission que vous m'avez donnée? J'ai emporté la moitié de vos livres. J'ai pris Le Diable à Paris. Dites-moi un peu s'il y a jamais eu quelque chose de plus idiot que les dessins de Granville. J'ai Costal l'Indien. J'ai La Robe de Nessus. 2 romans intéressants. Puis,
Que vous dire? J'ai lu tous vos livres. Tous. Il y a 3 jours, je suis descendue aux épreuves, puis aux glaneuses. Oui, j'ai relu ce volume. Puis ce fut tout. Plus rien. Votre bibliothèque, ma dernière planche de salut, était épuisée. Le Don Quichotte m'a paru. Hier, j'ai passé 2 heures durant la revue des bois de Doré. Maintenant, je n'ai plus rien. Je vous envoie des vers. Lisez cela un matin au soleil, comme je les ai faits. Vous n'êtes plus professeur maintenant, j'espère. Vous aviez l'air de vouloir connaître Louisa Sieffert. Quand je vous ai prêté ces derniers vers, je viens de me procurer des parties de son premier volume de poésie. Les rayons perdus, 4e édition. J'ai là une pièce très émue et fort belle, Marguerite. Moi j'étais à l'écart, tenant sur mes genoux ma petite cousine, aux grands yeux bleus si doux. C'est une ravissante enfant que Marguerite, avec ses cheveux blonds, sa bouche si petite et son teint transparent. Marguerite est trop jeune. Oh, si c'était ma fille. Si j'avais une enfant, tête blonde et gentille, fragile créature en qui je revivrais, rose et candide, avec des grands yeux indiscrets, des larmes sourdes, presque au bord de ma paupière. Quand je pense à l'enfant qui me rendrait si fière et que je n'aurais pas, que je n'aurai jamais. Car l'avenir, cruel en celui que j'aimais, de cet enfant aussi veut que je désespère. Jamais on ne dira de moi, c'est une mère. Et jamais un enfant ne me dira maman. C'en est fini pour moi, du céleste roman, que toute jeune fille à mon âge imagine. Ma vie à 18 ans compte tout un passé. C'est aussi beau que les plaintes d'Antigone, d'un Sophocle. J'ai les fêtes galantes de Paul Verlaine. Un joli hindou écu. C'est fort bizarre, très drôle, mais vraiment, c'est adorable. Parfois de fortes licences, ainsi, et la tigresse épouvantable d'Hyrcanie. C'est un vers de ce volume. Achetez, je vous le conseille, La Bonne Chanson, un petit volume de vers du même poète. Ça vient de paraître chez Le Maire. Je ne l'ai pas lu. Rien n'arrive ici, mais plusieurs journaux en disent beaucoup de bien. Au revoir. Envoyez-moi une lettre de 25 pages, poste restante, et bien vite. Arthur Rimbaud. PS. À bientôt. Des révélations sur la vie que je vais mener après les vacances. Lettre à Georges Isambard du 5 septembre 1870. Écrite à Paris. Cher monsieur, ce que vous me conseillez de ne pas faire, je l'ai fait. Je suis allée à Paris, quittant la maison maternelle. J'ai fait ce tour le 29 août, arrêté en descendant de wagon pour n'avoir pas un sou et devoir 13 francs de chemin de fer. Je fus conduit à la préfecture et aujourd'hui, j'attends mon jugement à Mazas. Oh, j'espère en vous comme en ma mère. Vous m'avez toujours été comme un frère. Je vous demande instamment cette aide que vous m'offrîtes. J'ai écrit à ma mère, au procureur impérial, au commissaire de police de Charleville. Si vous ne recevez de moi aucune nouvelle mercredi, avant le train qui conduit de Douai à Paris, prenez ce train. Venez ici me réclamer par lettre, ou en vous présentant au procureur, en priant, en répondant de moi,
en payant ma dette. Faites tout ce que vous pourrez et quand vous recevrez cette lettre, écrivez vous aussi, je vous l'ordonne, oui. Écrivez à ma pauvre mère. Quai de la Madeleine 5, Charlève, pour la consoler. Écrivez-moi aussi, faites tout. Je vous aime comme un frère, je vous aimerai comme un père. Je vous serre la main. Votre pauvre Arthur Rimbaud. À Mazas. Et si vous parvenez à me libérer, vous m'emmènerez à Douai, avec vous. Lettre à Georges Isambard du 2 novembre 1870. Écrite à Charleville. Monsieur, à vous seul ceci. Je suis rentrée à Charleville un jour après vous avoir quitté. Ma mère m'a reçu. Et je suis là, tout à fait oisif. Ma mère ne me mettrait en pension qu'en janvier 71. Eh bien, j'ai tenu ma promesse. Je meurs, je me décompose dans la platitude, dans la mauvaiseté, dans la grisaille. Que voulez-vous? Je m'entête affreusement à adorer la liberté libre. Et un tas de choses que ça fait pitié, n'est-ce pas? Je devais repartir aujourd'hui même. Je le pouvais. J'étais vêtue de neuf, j'aurais vendu ma montre, et vive la liberté. Donc je suis restée. Je suis restée. Et je voudrais repartir encore bien des fois. Allons, chapeau, capote, les 2 poings dans les poches et sortons. Mais je resterai. Je resterai. Je n'ai pas promis cela. Mais je le ferai pour mériter votre affection, vous me l'avez dit. Je la mériterai. La reconnaissance que je vous ai. Je ne saurais pas vous l'exprimer aujourd'hui plus que l'autre jour. Je vous l'approuverai. Il s'agirait de faire quelque chose pour vous, que je mourrais pour le faire. Je vous en donne ma parole. J'ai encore un tas de choses à dire. Ce sans cœur de Rimbaud. Guerre. Pas de siège de Mézières. Pour quand? On n'en parle pas. J'ai fait votre commission à monsieur de Verrières. Et s'il faut faire plus, je ferai. Par-ci par-là, des francs-tirades, abominables prurigots, d'idiocisme, tel est l'esprit de la population. On en entend de belles. Allez, c'est dissolvant. Poème confié à Isambard. Le forgeron. Tuileries, vers le 20 juin 1792. Les bras sur un marteau gigantesque, effrayant d'ivresse et de grandeur, le front large, riant comme un clairon d'airain, avec toute sa bouche, et prenant ce gros-là dans son regard farouche. Le forgeron parlait à Louis XVI, un jour que le peuple était là, se tordant tout autour, et sur les lambris d'or traînait sa veste sale. Or le bon roi, debout sur son ventre, était pâle. Pâle comme un vaincu qu'on prend pour le gibet. Et, soumis comme un chien, jamais ne reguimbait, car ce moreau de forge, aux énormes épaules, lui disait de vieux mots et des choses si drôles que cela l'empoignait au front, comme cela. Donc, sire, tu sais bien, nous chantions tralala et nous piquions les bœufs vers les sillons des autres. Le chanoine au soleil disait « c'est pattes nôtres » sur des chapelets clairs grainés de pièces d'or. Le seigneur à cheval passait, sonnant du corps.
et l'un avec la hare, l'autre avec la cravache, nous fouillaient, hébétés comme des yeux de vache. Nos yeux ne pleuraient pas. Nous allions, et quand nous avions mis le pays en sillon, quand nous avions laissé dans cette terre noire un peu de notre chair, nous avions un pourboire. Nous venions voir flamber nos taudis dans la nuit. Nos enfants y faisaient un gâteau fort bien cuit. Oh, je ne me plains pas. Je te dis mes bêtises. C'est entre nous, j'admets que tu me contredises. Or, n'est-ce pas joyeux de voir, au mois de juin, dans les granges, entrer des voitures de foin énormes, de sentir l'odeur de ce qui pousse, des vergers quand il pleut un peu, de l'herbe rousse, de voir les champs de blé, les épis pleins de grains, de penser que cela prépare bien du pain. Oui, l'on pourrait plus fort, au fourneau qui s'allume, chanter joyeusement en martelant l'enclume. Si l'on était certain qu'on pourrait prendre un peu, étant homme, à la fin de ce que donne Dieu. Mais voilà, c'est toujours la même vieille histoire. Oh, je sais maintenant. Moi, je ne peux plus croire. Quand j'ai deux bonnes mains, mon front et mon marteau, qu'un homme vienne là, dague sous le manteau et me dise « Marot, ensemence ma terre », que l'on arrive encore, quand ce serait la guerre, me prendre mon garçon comme cela chez moi. Moi, je serais un homme, et toi, tu serais roi. Tu me dirais « Je veux ». Tu vois bien, c'est stupide. Tu crois que j'aime avoir ta baraque splendide, tes officiers dorés, tes 1000 schnappants, tes palsambres bâtards, tournant comme des ponts, comme des pans. Ils ont rempli ton nid de l'odeur de nos filles, et de petits billets pour nous mettre aux Bastilles. Et nous dirions, c'est bien, les pauvres à genoux. Nous dorerions ton Louvre en donnant nos gros sous. Et tu te saoulerais. Tu ferais belle fête. Et tes messieurs riraient, les reins sur notre tête. Non, ces saletés-là datent de nos papas. Oh, le peuple n'est plus une putain. 3 pas. Et tous nous avons mis ta Bastille en poussière. Cette bête suait du sang à chaque pierre. Et c'était dégoûtant. La Bastille debout avec ses murs lépreux qui nous rappelaient tout et, toujours, nous tenaient enfermés dans leur ombre. Citoyens, citoyens, c'était le passé sombre qui croulait, qui râlait quand nous prîmes la tour. Nous avions quelque chose au cœur comme l'amour. Nous avions embrassé nos fils sur nos poitrines. Et comme des chevaux, en soufflant des narines, nous marchions, nous chantions. Et ça nous battait là. Nous allions au soleil, front haut comme cela, dans Paris, accourant devant nos vestes sales. Enfin, nous nous sentions hommes. Nous étions pâles, sire. Nous étions sous de terribles espoirs. Et quand nous fûmes là, devant les donjons noirs, agitant nos clairons et nos feuilles de chêne, les piques à la main, nous n'eûmes pas de haine. Nous nous sentions si forts. Nous voulions être doux. Et depuis ce jour-là, nous sommes comme fous. Le flot des ouvriers a monté dans la rue, et ces maudits s'en vont. Foule toujours accrue, comme des revenants, aux portes des Richards.
Moi, je cours avec eux assommer les mouchards. Et je vais dans Paris, le marteau sur l'épaule. Farouche, à chaque coin balayant quelques drôles. Et si tu me riais au nez, je te tuerais. Puis tu dois y compter. Tu te feras des frais avec tes avocats qui prennent nos requêtes pour se les renvoyer comme sur des raquettes. Et tout bas, les malins nous traitent de gros sots pour mitonner des lois, ranger des petits pots, plein de menus décrets, de méchantes drogailles, s'amuser à couper proprement quelques tailles, puis se boucher le nez quand nous passons près d'eux. Ces chers avocassiers qui nous trouvent crasseux, pour débiter là-bas des milliers de sornettes et ne rien redouter sinon les baïonnettes. Nous en avons assez de tous ces cerveaux plats. Ils embêtent le peuple. Oh, ce sont là les plats que tu nous sers, bourgeois, quand nous sommes féroces, quand nous cassons déjà les sceptres et les crosses. Puis il le prend au bras, arrache le velours des rideaux et lui montre en bas les larges cours où fourmille, où se lève la foule. La foule épouvantable avec des bruits de houle, hurlant comme une chienne, hurlant comme une mère, avec ses bâtons forts et ses pics de fer, ses clameurs, ses grands cris de halle et de bouge. Ta sombre de haillons tachés de bonnets rouges. L'homme, par la fenêtre ouverte, montre tout au roi pâle, suant, qui chancelle debout. Malade à regarder cela. C'est la crapule, sire. Ça bave au mur, ça roule, ça pullule. Puisqu'ils ne mangent pas, sire, ce sont les gueux. Je suis un forgeron. Ma femme est avec eux. Folle, elle vient chercher du pain aux Tuileries. On ne veut pas de nous dans les boulangeries. J'ai 3 petits. Je suis crapule. Je connais des vieilles qui s'en vont pleurant sous leur bonnet parce qu'on leur a pris leur garçon ou leur fille. C'est la crapule. Un homme était à la Bastille. D'autres étaient forçats. C'étaient des citoyens honnêtes. Libérés, ils sont comme des chiens. On les insulte. Alors, ils ont là quelque chose qui leur fait mal. Allez, c'est terrible. Et c'est cause que, se sentant brisés, que se sentant damnés, ils viennent maintenant hurler sous votre nez. Crapules. Là-dedans sont des filles infâmes parce que, sachant bien que c'est faible, les femmes, mes seigneurs de la cour, que ça veut toujours bien, vous leur avez sali leur âme comme rien. Vos belles aujourd'hui sont là. C'est la crapule. Oh, tous les malheureux, tous ceux dont le dos brûle sous le soleil féroce, et qui vont. Et dans ce travail-là, sentent crever leur front. Chapeau bas, mes bourgeois. Oh, ceux-là sont les hommes. Nous sommes ouvriers, sire, ouvriers. Nous sommes pour les grands temps nouveaux, où l'on voudra savoir, où l'homme forgera du matin jusqu'au soir, où lentement vainqueur, il soumettra les choses, poursuivant les grands buts, cherchant les grandes causes, et montera surtout comme sur un cheval. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne nuit ou une bonne journée. À bientôt.